Okay. Bonjour à tous et aujourd'hui nous aurons le docteur Saif. Il est un spécialiste des urgences certifié par le Conseil arabe de Dubaï, travaillant dans le plus grand centre de traumatologie des EAU, Hôpital Rachid. Il est originaire des EAU, donc c'est les Émirats arabes unis. Il travaille depuis 5 ans et fait maintenant son stage à TTL à l'hôpital général de Montréal de l'université McGill. Aujourd'hui, il va nous faire une présentation sur le thème des blessures du cou. You can get started, doctor. All right. Amazing. Thank you. So I thank you for the introduction. So I'll start with my talk right now. I'm going to be talking about neck traumas, and I just wanted to get everybody's attention towards the image over here. Okay. So I can they interact with me, or do I just need to talk? Because I would like if they could interact about the image and tell me what do they see in the image. Sometimes it's difficult for them to speak Mm, because No of the issues. connection. Okay, I But will. maybe you can just go ahead and at the end, if you have any questions or you can refer back Okay, to the image, they can okay. comment. All right, no problem. So in this image, we notice that there is a knife entering from the left side of the patient. We don't know, we need to understand in the image that we don't know how long the knife is. The knife can be reaching here, the knife can be reaching here, or can be reaching the apex of the right lung. So we should understand that we cannot predict the path of the knife. Second thing is that in the image, the knife is on the left side of the patient, but there's blood noted on the right side. So why is there blood over there? Third thing is that there are no cervical collars on the patient. Why is that? Should not we not put a cervical collar? And the last thing is that why is the patient smiling with a knife in his neck? Is there something going on? So these are the questions you ask yourself when a patient comes to the emergency, and how you can manage by these. You can understand how to manage by these questions. Um, okay, may I speak Yes, before please, I forget this? Okay. please. Thank you. J'aimerais que vous portiez attention à l'image que vous avez devant vous. Vous voyez qu'il y a le patient a un couteau qui entre dans le côté gauche de son cou, qui s'en va vers la droite. Alors, on sait que, on voit bien qu'il y a un couteau, mais on ne sait pas jusqu'où, où est-ce qu'il arrête. On voit que la trajectoire va jusqu'au au-dessus du poumon droit, mais on voit aussi qu'il y a du sang du côté droit et on remarque aussi que le patient sourit. Alors ça, il faut se demander où est-ce que le couteau arrête. Pourquoi il y a du sang du côté opposé? Parce que le couteau, il ne traverse pas de l'autre côté. Il est encore à l'intérieur. Puis aussi, pourquoi est-ce que le patient sourit? Ce sont les 3 questions que vous devez vous poser lorsque vous voyez ça. All right. Tell me to slow down if it's so you can translate midway also. Oh, yeah. Well, it's not that you speak fast. It's just that if you speak, let's say, for 2 or 3 minutes nonstop, I might forget something. No issues. Okay. We'll go to the next slide now. My content of talk will have anatomy, pathophysiology, diagnostic testing, management, and other specific traumas and their management also. Bon. Alors, ce dont je vais vous parler pendant la présentation, ce sont l'aspect anatomique, la pathophysiologie, les tests diagnostiques, la prise en charge et les autres traumatismes. All right. So we're going to go with the anatomy first. We have 3 ways of seeing the neck anatomy. The first is the triangles of the neck. So you have the anterior triangle and you have the posterior triangle. The anterior triangle has the mandible superiorly, the midline anteriorly, and the sternocleidomastoid posteriorly. The posterior triangle has the sternocleidomastoid anteriorly, the trapezium, trapezius muscle, posteriorly, and the clavicle inferiorly. The difference between these triangles is that there are significant neurovascular bundle anteriorly. So any penetrating trauma to the anterior part of the neck will cause injury to those. Posteriorly, you have
the minute you have the cervical spine and the vertebral artery, which can be injured. Not that many neurovascular bundle is there to be injured. So this is the danger zone of the neck and the anterior triangle. Bon, alors je commence par l'anatomie. Vous voyez ici les triangles du cou. Il y en a un à l'avant puis un à l'arrière. Please excuse me. Alors, vous voyez ici, il y a le muscle, le trapèze. Vous avez aussi le sternomastoïde. Et vous avez ce qu'on voit dans ces trois zones-là. On voit que ce qu'on voit, ce sont dans ces muscles-là, il y a des vaisseaux sanguins qui sont très importants. Et ce qui arrive si une de ces structures-là est endommagée, ça va causer des gros problèmes au niveau vasculaire. Ce sont là les zones de danger. All right. Okay. So I'm going to be talking about, so the first anatomy, we said the triangles. Second would be the zones of the neck. We have zone 1, zone 2, zone 3. Zone 1 is from the sternum and the clavicle to the cricoid. Zone 2 is from the cricoid to the angle of the mandible. And zone 3 is from the angle to the base of the skull. Would you want to say that? Yes. Bon, alors on voit ici dans les zones, les trois différentes zones du cou. Ça commence ici par le sternum jusqu'au cricoïde. Ensuite, la deuxième zone commence au cricoïde jusqu'à l'angle de la mandibule et au-dessus, c'est la zone 3. Okay. So zone 1 and zone 3 injuries, because the proximal and the distal vasculatures are going to be inside, it's very hard to control the bleed by compression. Zone 2, the vasculatures are exposed. So usually by compression, it's very easy to stop the bleed. And in zone 1, you should also always think that there could be a mediastinal injury or a lung injury, because the apex of the lungs are included nearly closely to zone 1. Bon. Alors, dans la zone supérieure, c'est assez difficile de contrôler les saignements par compression. Dans la zone 2, on peut le faire. Et dans la zone 1, what did you say about zone 1? Tell me. Oui, et on peut avoir, par exemple, des blessures ou des atteintes aux poumons. Is it okay? Okay. Yeah. All right. So there was a study done, a retrospective study done, where they included patients that were having soft signs, which is what we're going to talk about, and they were asymptomatic in the study. And then they saw that those patients, if they did not go through the zone approach, but selectively managed the patients with their specific signs and symptoms, they saw that they had a low negative exploration rate, and most of the injuries were not missed also. And patient came out with a better outcome. So their prognosis was a lot better. So now I want to explain that some hospitals accept zone approaches, as in if it's zone 2, the neurovascular bundle can be affected, the aerodigestive organs can be affected, tract can be affected, and they approach it aggressively. But in certain cases where the patient is stable, you can go through a non-zone approach, which is the other study, where you selectively manage a patient. Bon, alors la zone, l'approche par zone, c'est accepté dans certains hôpitaux. Et par exemple, dans la zone 2, s'il y a une blessure dans la zone 2, ça peut, par exemple, affecter le système digestif et les voies respiratoires. Et à ce moment-là, on y va assez agressivement pour traiter. Par contre, il y a eu une étude rétrospective qui a été effectuée chez des patients qui avaient été traités pour des blessures pénétrantes. Et puis, finalement, on a rendu compte qu'en procédant de manière sélective pour traiter ces blessures pénétrantes-là,
on s'est rendu compte que finalement, les patients s'en sortaient très bien et qu'on ne ratait pas de blessures. All right. And there's a last and the third way of approaching the anatomy, which is the facial layers of the neck. Through the facial layers of the neck, you have the superficial layer, which is the yellow line over here. And then you have the deep facials, which starts with the investigating layer. The platysma, being the muscle between that, is sandwiched between the superficial and the deep facial layer. There is a group that says that if the platysma is intact, you would not go for further management of the patient. But since sometimes you could miss the platysmal injury, and if you do not investigate the patient, you would lead to many complications. So you don't take the platysma muscle violation as no, as there's no injury to deep structures as something specific. The deep facial layers are divided into three layers. You have the prevertebral, the pretracheal, and the investigating layer, which is going all around. You want to translate that? Yes. Yeah. Bon, on peut aussi procéder d'une autre manière en examinant les couches de fascia du cou. Et on voit qu'il y a des couches superficielles de fascia qui couvrent le muscle platysma. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a les couches profondes sont divisées en trois parties. Il y a la couche prévertébrale, la couche préatéale et la couche aponévrose. Et puis, ce qu'on dit, c'est que si le muscle platysma est touché, il faut s'attendre à trouver des blessures aux structures profondes. Et on peut les manquer. Parce que ça se peut qu'on ne voit pas que le platysma est blessé. Okay. Okay. So the most danger zone is around this area. The carotid sheath is made from the investigating layer, from the prevertebral layer, and the pretracheal layer. Any trauma going through here all the way here can cause aerodigestive injury, can cause bleeding that will trickle down to the mediastinum, causing a tamponade, can cause also at the same time mediastinitis if there is an esophageal injury, causing the intestinal contents to leak into the mediastinum and cause infection. Oh, that's complicated for me, but I'll do my best. Sorry. Okay, can you repeat the beginning of it, where you started with pointing a little sort of triangle area with blue and red and yellow in it? It was this area which is the danger zone. OK. Bon, alors, du côté gauche de l'image, on voit quelque chose qui ressemble un peu à un triangle qui est une zone de danger parce que s'il y a une blessure dans cette zone-là, ça peut causer des problèmes assez importants, par exemple, des problèmes aux organes digestifs, jusqu'au point où, par exemple, le contenu de l'intestin pourrait se déverser et causer de l'infection. All right. So, causes of neck injuries. You will have blunt neck trauma, which is by assault, by car accidents, or by strangulation and clothesline injuries. You will have stab wounds, and you will have gunshot wounds. Gunshot wounds, you have two types. You have a low velocity, a high velocity, sorry, three types, and then you have a transcervical gunshot wound. The low velocity, the pathway is not predictable. You cannot say how the bullet goes. It can cause also injury away from the track of the bullet. In a high velocity, it's usually predictable. High velocity is mostly assault rifles. Low velocity is mostly gunshot, small guns. And in a high velocity, if it easily penetrates the skin and the bone and causes blast effect as it enters the skin. Bon, alors, en ce qui concerne la pathophysiologie, il y a
disons, 3 grandes catégories de blessures au cou, blessures pénétrantes au cou. Il y en a une qui est, par exemple, par la force. Ça peut être une agression. Ça peut être, par exemple, disons, l'étranglement ou bien quelque chose, par exemple, dans un accident de voiture, ça peut aussi causer ce genre de blessure-là. Ensuite, il y a les blessures par arme blanche. Et finalement, il y a les blessures par balle. Celles-là, il y a si ce sont des blessures par faible vélocité, c'est souvent avec des armes de poing. À ce moment-là, le trajet de la balle n'est pas tellement, on ne peut pas vraiment le prédire et ça peut causer des blessures qui ne suivent pas nécessairement le trajet de la balle. Mais par exemple, dans le cas des armes à haute vélocité, qui sont plutôt des armes d'épaule, on peut prédire le trajet de la balle et ça va facilement pénétrer la peau et les os et va causer un effet d'explosion lorsqu'il pénètre dans la peau. Il y a un autre type qui s'appelle transcervicale blessure par balle. All right. There were two studies done that one of them included 1,275 patients, another included around 192 patients, and they found out that in this study that mostly injured organs or structures are arterial, venous structures, and then followed by tracheal and the pharyngoesophageal. And in the other study also, they found out that venous was the most common structure injured, and the most common coexisting injury were chest injuries. You want to translate that? Yes. OK. Alors, à un moment donné, il y a eu une étude qui a été faite au sujet justement des blessures pénétrantes au cou et on a remarqué que les blessures qui atteignent les artères avaient le plus grand, étaient les plus fréquentes. Et ensuite, celles qui atteignent les veines étaient les plus fréquentes. Can you tell me again what they cause as problems? I know you said it, but I don't remember exactly what you said. So most you know what happens when it's venous and what happens when it's arterial. You did say that. no, I did not say that. I just said Okay. that arterial and the venous are the most common. So we Okay. just wanted to point out that vascular injuries are the most common cause, are the most common organs damaged in a neck trauma. Ah, OK. Structure, sorry, damaged in a neck trauma. Ah, OK. Bon, alors les blessures qui atteignent les artères ou en fait, les blessures qui atteignent les vaisseaux sanguins, que ce soit les artères ou les veines, ce sont les plus communes. Ce sont les structures les plus souvent endommagées par ce genre de blessures. Okay. Yes. And if there is a transcervical gunshot, means that the gun goes from one side of the neck and comes out on the other side. Serious complications are compared to the normal blunt or traumatic neck injury will be 80% more, and the most common is vascular and spinal cord injury. Bon, alors, ces blessures-là qui atteignent les vaisseaux sanguins, ce sont souvent celles qui vont traverser le cou, qui vont entrer et ressortir. Et ce sont ceux-là qui vont causer, qui sont les plus importantes et qui vont causer le plus de problèmes. All right. So we'll go to the diagnostic testing right now. So let's say we have a penetrating neck injury. Patient comes with a heart sign. I have written down the heart sign over here. Okay. I'll go through them and you can also go through them for the students. So heart signs being a hematoma that pulsates with the pulse, moves up and down. Massive hemoptysis. If you see the wound, there's going to be bubbles coming out. That's another sign. Significant bleed from the wound. Shock
not responding to fluids, decrease or absence of the radial pulse, any bruise that you hear, any sounds that you hear from the blood going, that means there is a vascular injury, any stridor or hoarseness of the voice with an airway compromise, any cerebral ischemia, being that there is a clot that has gone from the injury, vascular injury to the brain, or subcutaneous emphysema, being that there is a lot of air leaking out and going underneath the skin. Bon, alors en ce qui concerne les tests diagnostiques, lorsque c'est une... j'ai fait une liste à droite de la diapositive qui montre les signes qui sont graves et les signes qui sont, disons, moins graves. Et dans ce qui concerne les signes graves, on va voir les hématomes qui se répandent rapidement. Et ensuite, on va aussi voir l'hémoptyse qui est massive. On va voir de l'air qui sort de la blessure, une hémorragie sévère, un état de choc qui ne répond pas à l'administration de fluide. Le port radial est absent ou très petit. Ensuite, on va entendre un bruit vasculaire et la voix de la personne, soit qu'il y a un stridor, soit que la voix de la personne est rauque. Et ça indique que les voies respiratoires sont compromises et on va finir avec une ischémie cérébrale. Can I continue? All right. So if a patient has any of the heart signs, you would directly try to put a pressure tamponade and directly go shifting the patient to the emergency room, okay, for surgical exploration and repair. If patient doesn't have any of the heart signs, then you would go for the multidector CT or the normal CT angiography. And usually when you do a CT angiography, you should do angiography of the neck and the brain. The reason we do the brain is that we want to know which came first. We want to know, let's say a patient is driving and he has a stroke and then he has an accident. He presents to the emergency with weakness and then blunt neck trauma. So you want to be sure which one came first. Is it because of is it the stroke that caused the accident, or is it the accident that caused the stroke? Okay. So if it's positive, you would go for a direct angiography, basically intervention radiology. Then you would do a bronchoscopy if you see any tracheal or a bronchial injury, and you would do an esophageoscopy even if the patient does not have any symptoms. We will talk about this later. OK. Alors, en ce qui concerne les tests diagnostiques, lorsqu'une personne a une blessure pénétrante au cou, s'il a des signes graves, un des signes graves, on va faire une tamponnade avec pression pour arrêter, contrôler l'hémorragie et pour protéger les voies respiratoires. Et ensuite, on l'envoie tout de suite en chirurgie pour l'exploration et pour réparer la blessure. Mais si le patient a des signes bénins, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va l'envoyer passer une angiographie et on va faire une du cou et du cerveau. Parce que, par exemple, si vous avez un patient qui était en train de conduire et qui a fait un AVC et ensuite il y a eu un accident qui a causé la fameuse blessure pénétrante, on veut savoir lequel des deux problèmes s'est présenté en premier. Et puis, on vous dirait de faire à ce moment-là, bon, alors l'angiographie, comme on a dit, mais aussi vous ferez une bronchoscopie et une ésophagoscopie pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte à ces structures-là. Et ensuite, vous l'envoyez en chirurgie.
All right, thank you. So if patient presents with soft signs being minor hemoptysis, hematemesis, any dysphagia, dysphonia, a little bit of mediastinal, subcutaneous emphysema or mediastinal air, non-expanding bleeding, oropharyngeal bleeding, some neurological findings, and proximity of the wound, being the wound is close to the vessel, as in the proximity of the wound, then in such patients, you would be comfortable to go for CT angiography of the head and the neck rather than going to the operating room. Bon. Alors, si votre patient se présente avec des signes bénins, par exemple comme une hémoptyse mineure, la dysphonie, l'air sous-cutané, un hématome qui ne s'étend pas, qui ne se propage pas, des saignements oropharyngés, des symptômes neurologiques ou une blessure qui est très proche d'un vaisseau sanguin. À ce moment-là, vous pouvez, disons, sentez-vous à l'aise de l'envoyer pour l'angiographie. Donc, si gardez-vous ça qui est important pour les Canadiens qui conservent, parce qu'il y a ça. I think you unmuted his mic by mistake. Okay, yeah. You done? Oh, yes, yes. Oh, sorry, I did not notice. My bad. Okay, so if you notice also, even if it's positive or negative, we usually go for esophageoscopy, and I will talk about this later. Why we will go for more for esophageoscopy. Okay, there were two large prospective studies done, and they found out the patient that has a penetrating neck wound, but with no hard or soft signs, and physical examination and symptoms are stable, you can use that to observe the patient without any need of imaging and discharge the patient also. Bon, alors, je vais vous en reparler plus tard, mais vous allez, avec les patients qui ont des signes, des symptômes bénins, vous allez faire une ésophagoscopie. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et il y a une étude. OK. You said something about a study that was being made. Yeah, that it was had two been large. made. Yeah, two large prospective studies that they found out patients with penetrating neck wounds found with reliable, with like stable examination and symptoms, you were reliable to discharge such a patient without need of vascular or esophageal studies. Okay, those that had no signs at all, right? No signs at all, no hearts, none of these signs that we explained over here, Okay. none of the soft nor the hard signs. Bon, chez les patients qui n'ont aucun signe, que ce soit des signes graves ou des signes bénins, vous pouvez donner congé aux patients sans effectuer l'ésophagoscopie. Okay. So we're going to speak about management right now. We're going to speak about the management of the airway. So with any signs of airway threat, being hemoptysis, stridor, patient has a difficulty of breathing, coughing up blood, you would directly not delay intubating the patient. The best way of intubating a patient within neck trauma is using rapid sequence intubation using video laryngoscopy. But if there is significant amount of blood in the oral cavity, then you would prefer to use a direct laryngoscopy. Okay, and what was the first way of intubation that you spoke about? Rapid sequence intubation. Rapid sequence intubation. Yeah. Oh, OK. Alors, en ce qui concerne la prise en charge des voies respiratoires, il faut intervenir, c'est essentiel. Dès qu'on voit qu'il y a un signe qui menace les voies respiratoires, on doit intervenir immédiatement. Et à ce moment-là, la ventilation par masque et ballon, ça peut être dangereux. Alors, on ne va pas l'utiliser. La meilleure manière, c'est
l'intubation à séquence rapide ou bien celle avec qu'on fait avec un tube. Et ça, c'est si les personnes ont un hématome au cou ou bien un hématome ou une hémorragie des voies respiratoires supérieures ou s'il y a un changement dans la voix. Okay, so bag mask ventilation can be hazardous if the patient has any lacerations around the face where you give air and it's going to go underneath the skin all over, trickle down, and cause difficulty in you to intubate the patient. In such scenarios, do not mask valve the patient at all. Alors, il faut pas utiliser le ballon et le masque pour ventiler le patient s'il y a, disons, des lacérations au visage. Parce que si c'est le cas, l'air va s'infiltrer sous la peau, puis il va se déplacer, puis il va causer des problèmes respiratoires. Okay. We're going to talk about what tubes to use and what sizes to use and what to be prepared later, but I'm going to go to the next slide. Bon, alors, je vais vous parler des sortes de tubes qu'on doit utiliser. On passe à la diapo suivante. Okay, but one more point, if there's a zone 1 injury, never forget to rule out pneumo and hemothorax, which is really important. OK, mais il ne faut jamais vérifier la présence de pneumothorax ou d'hémothorax. Il faut s'assurer qu'il n'y en a pas. All right. I'm going to talk about vascular management. So if there is a laceration, a cut, a penetrating wound, and he's bleeding, first way of managing the patient would be direct pressure on the wound. If that does not help, you would pack the wound and then put direct pressure on it. Bon. Alors, en ce qui concerne les atteintes vasculaires, bon, l'exsanguination compte pour 50 de la mortalité dans ces cas-là. La première chose à faire, c'est d'appliquer une pression directe sur la blessure. Et si ça ne fonctionne pas, on va tout simplement mettre encore une pression avec de la gaz. Okay. Next way would be blindly putting in a Foley's catheter, 16 to 18 French, and then filling it up with 10 to 15 mLs of water, and then putting a tourniquet at the top. Bon, alors, l'étape suivante, ce serait l'introduction d'un cathéter de Foley, qui est de 16 ou 18, dans la blessure et ensuite, en suivant le trajet de la blessure, on va gonfler le ballon avec 10 ou 15 millilitres d'eau et mettre un tourniquet dans le haut. Okay. Most common cause of mortality, 50%, is due to exsanguination, which means bleeding from the neck wound. OK. Alors, 50 des cas de mortalité sont dus à l'exsanguination dans le cas de ces blessures-là. All right. And about the cervical spine, if you look at, remember the first image, we did not have a cervical collar on. And the reason being that there was a study done. It was meta-analysis of 5 studies, which included one of the studies included more than 45,000 patients. And they found out that the irreversible neurological deficiency is 0.034% to 5.5, which is significantly low. Bon. Si vous vous souvenez de la première diapositive, au tout début, on a remarqué vous allez sûrement remarquer que le patient n'avait pas de collet cervical autour de son cou et c'est parce qu'on a réalisé dans une étude on prenait un grand nombre de cas, en fait, il y en a eu 5, que si on immobilise la colonne cervicale dans le cas de blessures pénétrantes au cou, il y a une incidence de 0,034 jusqu'à 5,5 de déficit neurologique qui s'ensuit. Okay, but this is only for penetrating wounds. If the patient has an accident or has a blunt trauma, hit by a stick or punch or any mechanism of injury that is blunt,
you would put a C-collar. But if it's a isolated penetrating wound with no assault or no trauma, other than just a penetrating wound, you would not put a cervical collar. Bon, alors, et ça, c'est seulement dans le cas de gens qui ont des blessures pénétrantes au cou. Si les blessures n'est pas pénétrantes, vous allez poser le col cervical. Okay. Because the reason we don't put cervical collar, it can obscure another pathology. What if there's a laceration on the back of the neck that the cervical collar can block and we will miss? Et la raison pour ça, c'est que le col cervical peut obstruer, peut bloquer une autre blessure qu'on ne peut pas voir parce que ça la couvre. That's the reason of the first picture. When we saw the knife entering the left side, but there was blood on the right, there was another injury on the right side of the neck, which we could have missed. Si dans la première diapositive, on avait posé un col cervical sur le patient, on voyait que le couteau avait pénétré du côté gauche du cou, mais qu'il y avait du sang du côté droit. Et la raison, c'est parce qu'il y avait une autre blessure du côté droit. Et si on avait mis un col, on aurait manqué cette blessure-là, on ne l'aurait pas vue. Okay. Second complication that can happen is when you, as we said, when you back valve a patient, you can cause air to enter the vessels into the vasculature, causing an an arterial or venous air emboli. Et si vous ventilez le patient avec le ballon et masque, ça va faire entrer de l'air sous la peau et ça peut causer une embolie aérienne, artérielle ou veineuse. Okay. It can happen also when there's a laceration and the venous or arterial vessel is patent and air can enter in it. So if such a scenario happens, you put your patient in left lateral decipitous position, so the air will accumulate in the apex, so it doesn't spread anywhere else, causing strokes. Alors, si ça arrive, vous placez le patient la tête en bas dans le décubitus latéral gauche, et puis ça va accumuler l'air dans l'apex, mais il ne va pas se répandre partout. Okay, if you do an ultrasound in such patients, you will see that these bubbles of air moving around, the white dots, that is the air emboli. Bon, si vous regardez l'échographie ici, suivez les petits points blancs. C'est ça l'embolie aérienne. I'll play it again. You see the white bubbles going up and down where I put my laser pointer before. That is the air emboli, the air moving into the vessel. Bon, alors this is the echo of the heart. Alors ça, c'est une échographie du cœur et vous voyez où est-ce que j'avais pointé mon laser, plutôt des petites bulles blanches qui montent et descendent. C'est ça l'embolisme aérien. All right. So now I'm going to speak about selective injuries. First, talking about pharyngoesophageal traumas. Bon, alors je vais vous parler des traumatismes pharyngo-ésophageal. Signs of such traumas can be difficulty in swallowing, can be subcutaneous emphysema, can be blood in the saliva, can be hoarseness, cough, pain and tenderness in the neck. Bon, alors les signes, ça peut être la douleur et la sensibilité dans le cou, ça peut être du sang dans la salive et de l'air qui sort par la blessure. Okay, so the reason in one of the slides, I'll go back to it. In this slide, we had esophageoscopy, even if it was positive or negative. And the reason being that your physical examination is unreliable to diagnose esophageal injuries. Bon, je vous avais dit plutôt que je vous reviendrai en ce qui concerne
l'écho des ésophageales. C'est parce que ici, l'examen physique n'est pas complètement fiable pour diagnostiquer une blessure à l'ésophage. Et c'est pourquoi on va toujours vérifier par imagerie médicale. Sorry. So these patients need to be diagnosed as soon as possible because they found out that there are poor outcomes for patients that are treated after 24 hours of injury. Bon, alors, il faut absolument traiter ces patients-là le plus tôt possible parce que si on les traite plus de 24 heures après qu'ils aient subi la blessure, s'il y a une atteinte à l'ésophage, ces patients-là n'ont pas, s'en sortent moins bien ou ne s'en sortent pas. All right. Contrast esophagography, which requires the patient's cooperation, okay, has a high sensitivity of 90% while using gastrographin. Gastrographin is safer to use than barium because it is water-soluble contrast. OK. Alors, une ésophagographie de contraste. Et pour faire ça, on a besoin de la coopération du patient. A une fiabilité de 90% lorsque l'on utilise le gastrographine. Et ça, c'est plus sécuritaire que le barium parce que le gastrographine est hydrosoluble. Barium increases the sensitivity significantly, but it is very dangerous to use because it causes irritation. It's a fat-soluble liquid and it causes irritation if there is any perforation. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas le barium, qui, soit dit en passant, est encore plus fiable, c'est qu'il est liposoluble et que s'il y a une perforation, ça cause de l'irritation. All right. In a patient who is not awake, you would prefer to do an endoscopy. In a patient who is intubated, you can do endoscopy. But if you do an esophagography with an awake patient, with an endoscopy, you will reach a sensitivity of 100%. Si votre patient est conscient, avec l'endoscopie peut, après une ésophagographie, a une fiabilité qui approche les 100%. Half of the patients that have an esophageal injury will have a concurrent laryngeotracheal injury. So you should keep that in your mind. Et 50% des patients qui ont ces atteintes-là ont aussi une... OK, what was the other type of injury they have, like with... Laryngeotracheal injury, where the airway tract is. Okay. If you have an esophageal, you will have a concurrent laryngeotracheal injury. OK. Alors, 50% des patients vont aussi avoir une laryngo-trachéo, blessure. Ils vont aussi avoir ça. Management of patients with pharyngoesophageal traumas in the emergency would be a broad spectrum antibiotic. Tazocine would be a good choice. Gastric tube insertion under endoscopy specifically. And you can translate so I can explain the other one, which is... OK. Alors, le traitement pour ça, ce sont des antibiotiques à large spectrum. Et aussi, sous endoscopie, on va placer un tube nasogastrique. Okay. If the perforation is contained, meaning that there's a perforation in the esophagus and there's a structure blocking the content from leaking, you would observe and serial re-image the patient. But if it's uncontained perforation, you would directly go for surgery. Alors, s'il y a une perforation qui est bloquée par une autre structure, à ce moment-là, vous allez tout simplement observer et refaire de l'imagerie médicale. Mais si elle n'est pas contenue ou bloquée par une autre structure, vous allez directement en chirurgie. All right. Next traumas would be laryngeotracheal traumas.
they account for only 1%, but their mortality is immediate. Alors, les blessures laryngotrachéales comptent pour moins d'1% de tous les traumas, mais ça se traduit par la mortalité immédiate pour la grande majorité des cas. So cricoid cartilage is the only ring structure. And if that is fractured, airway compromise is there and the death can occur due to the airway compromise, even in the field. OK. Alors, si le cartilage cricoïde est blessé, c'est la seule structure solide. Et si ça, c'est fracturé, ça va compromettre les voies respiratoires et ça cause la mort et ça peut arriver même sur le terrain. Okay. Mechanisms of laryngeal injuries are, as we said, driving, steering wheel hitting the neck, clothesline injury being that someone is hanging their clothes outside and the line is there and someone is running through it and the clothesline goes and hits the neck. That you will have a significant laryngeal or even cricoid cartilage injury. If the patient comes to the emergency and the patient prefers to sit up rather than lie down, you will let the patient sit up. You will not force him to lie down. OK. Alors, ces blessures-là du cartilage cricoïde, ça va souvent arriver dans le cas d'un accident de voiture où on va frapper le volant de l'auto. Et ou bien aussi ce qu'on appelle des blessures par la corde à linge, c'est que mettons, vous pouvez être en train d'étendre votre linge, puis quelqu'un arrive en courant, ne voit pas la corde et se frappe dessus. Et à ce moment-là, ça va aussi causer cette blessure-là du cartilage cricoïde. Et si le patient va à l'urgence et qu'il préfère rester assis, plutôt que de s'étendre, vous le laissez assis. Okay. Clinical features are bubbling from the neck, massive subcutaneous emphysema, pain with the tongue movement or rotation of the head implies injury to the hyoid or laryngeal cartilage. This is very specific to these two. Alors, les aspects cliniques qui sont très spécifiques à ce genre de blessure-là, ça va être de l'air qui sort, qui va faire comme des bulles d'air dans le cou, et puis aussi de l'air sous-cutané par-dessus le larynx, et puis aussi la douleur qui est provoquée par les mouvements de la langue ou bien une rotation de la tête, aussi une rotation de la tête va indiquer qu'il y a aussi une atteinte à l'os hyoïde et aussi au cartilage laryngéal. Okay. CT scan sensitivity approaches 100%. So you will never miss any injury with the CT scan. And if the injury is missed by a CT scan, then it's unlikely to require any surgical management. Bon, dans ces cas-là, l'imagerie par scan, c'est fiable à 100%. Alors, si vous utilisez le scan, vous n'aurez pas, vous allez avoir toute l'information et dont vous avez besoin. Et normalement, les blessures que le scan n'indiquerait pas n'ont pas besoin de chirurgie. All right. Ultrasound can be used to detect any blunt laryngeotracheal injuries or separations, but there are no studies that recommends this. On peut aussi utiliser l'échographie, mais il n'y a aucune étude qui soutient l'utilisation de l'échographie dans ce cas-là. All right. So we said we're going to speak about airway management later. So rapid sequence intubation is the best approach with double setup. So if you want to intubate the patient, you would have
ET tubes of different sizes. So if the airway is smaller, you will use a smaller tube. Bon, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les traumas laryngo-trachéales. En ce qui concerne la prise en charge des voies respiratoires, on va devoir intuber et à ce moment-là, vous devez utiliser des tubes de différentes tailles qui doivent être apportés de la main. Et là, ce que vous allez faire, c'est si vous voyez que la voie respiratoire est très petite, vous allez directement avec un très petit tube. Okay. And we said double setup as in we will have an ET tube on the side. We will have bougie also ready if it's hard to intubate the patient, and an LMA also ready if it's hard to intubate using the ET tube. Also, you should have a cricothyroidotomy kit ready on the side. And what always we would recommend is to mark before trying to intubate the patient. So if you miss it, you will understand where to do the laceration, where to do the cut to do the cricothyroidotomy. OK. Alors, on vous demande, quand on dit double setup, on vous demande de préparer non seulement les tubes, mais aussi des bougies. Et on vous demande, si jamais ça ne fonctionne pas, de marquer l'endroit où ça ne fonctionne pas. Parce que si vous devez procéder à une cricothyroïdotomie, ce que l'on préfère plutôt qu'une trachéostomie, on vous demande si vous avez déjà marqué l'endroit, vous allez savoir exactement où faire l'incision. All right. We had cases where there was a wound directly penetrating and you could see the trachea. So you can intubate directly from the wound itself, as in this image. Alors, nous avons vu, vous voyez dans l'image ici qu'il y a une blessure qui pénètre directement vers la trachée. Il y a une ouverture. Alors, quand vous voulez intuber, si vous avez un cas comme celui-là, vous passez par la blessure pour intuber. Okay. In patients with no identified injury, just mild laryngeal tenderness, and there was no significant trauma, you can observe the patient for 12 hours with humidified air, analgesia, elevation, and anti-reflex medications. Alors, si le patient n'a pas vous ne voyez pas vraiment de blessures ou de choses significatives, ce que vous pouvez faire, c'est vous observer le patient pendant 12 heures avec des médicaments antiréflexes, des analgésiques et de l'air humide. Okay. Now I'm going to speak about the vascular injury. We're going to categorize them separately as penetrating or blunt. In penetrating injury, 25% of all penetrating neck wounds are arterial. 37% of all the deep penetrating neck wounds will have a vascular injury involved. And 80% of patients with hard signs will have a vascular or an aerodigestive injury. But less than 20 with soft signs will have any of the system injured. Bon, alors, en ce qui concerne les blessures pénétrantes, qui sont des blessures vasculaires, les blessures artérielles sont présentes dans 25% des cas de toutes les blessures pénétrantes du cou et 37% des celles qui pénètrent profondément ont une blessure, une atteinte vasculaire. Et là-dessus, plus de 80% des patients qui présentent des signes graves auront une blessure, une atteinte vasculaire ou aérodigestive, et moins de 20% de ceux qui se présentent des signes bénins auront des blessures d'un système ou de l'autre. Okay, if neither hard or soft signs are present, the likelihood of there's a significant injury approaches 0. Si le patient n'a aucun signe, que ce soit un signe bénin ou un signe grave, la possibilité d'une blessure importante est presque 0. So if you have
such an injury for a patient, you would directly go for a CTA of the neck, which is highly specific and sensitive for vascular injuries. That's in penetrating neck traumas. En ce qui concerne les blessures pénétrantes au cou, c'est le scan qui est le plus spécifique et le plus sensible pour détecter les blessures vasculaires. So the CT changes you will find are lack of enhancement of the vessel with the contrast, which are direct signs, extravasation of the contrast, which is a direct sign. You can have also indirect signs, which are sheath hematoma, the vascular sheath hematoma, or if the bullet is less than 5 millimeters close to the vessel, that's an indirect sign that the vessel is damaged. OK. Yeah. OK. Si vous avez... Okay, I'm sorry, but could you repeat this? No problem. No problem. We have direct CT signs and indirect CT signs. Indirect CT signs are extravasation of the contrast or lack of contrast going into the vessel. These are the direct signs. Indirect sheath of the blood vessel is there's a hematoma around it, or if the bullet fragment is less than 5 millimeters close to the vessel. Bon, alors, il y a des signes directs et des signes indirects lorsqu'on procède à un scan. Les signes directs, ça serait un manque de contraste ou bien aussi, what was the other direct sign? There was a lack of enhancement and the other thing was... So lack of contrast in the vessel or extravasation of the contrast outside the vessel. Ah, alors il y avait le manque de contraste dans le vaisseau sanguin ou l'exacerbation du contraste à l'extérieur du vaisseau autour. Et les signes indirects, c'était si le fragment de la balle, disons si c'était une blessure par arme à feu, était à moins de 5 mm du vaisseau. And there was another indirect sign. Indirect sign being the bullet close to the vessel, less than 5 I millimeters. said that one, but there was another one. A sheath hematoma, a hematoma around the vessel itself. OK. Et il y avait ou bien un autre signe indirect, c'est si on voit un hématome autour du vaisseau sanguin. So again, sorry, thank you very much. The vascular surgeon is the best to decide in its management, but vertebral arteries are better for repair, and vessels that have significant hemorrhage are not good to be repaired because they can cause neurological damage later if you repair it. So you prefer to ligate it. Okay. So the vascular surgeon is best for... To decide on the management of the vascular system. OK. Alors, on va s'adresser au chirurgien vasculaire pour décider comment on va traiter ce problème-là. Okay. There was a study done that they found out the limbs, upper limbs and lower limbs, can handle around 13 hours of no blood and still can be repaired. Il y a une étude a été effectuée qui a montré que les membres supérieurs et inférieurs peuvent passer 13 heures sans être irrigués par le sang, sans toutefois et qu'on peut encore les sauver. Okay. So for blunt injuries, mortality, now we're talking about vascular injuries and blunt injuries. Mortality for blunt injuries is 60%, with internal carotid and vertebral artery being the most frequently injured. Alors, les blessures vasculaires qui sont causées par, disons, un coup violent, alors la mortalité est de 60% lorsque c'est la carotide interne et l'artère vertébrale sont celles qui sont le plus fréquemment affectées. Okay, 50% of the patients with blunt trauma will have no symptoms. So if you have a patient with blunt trauma, a CTA is very significant to be done.
50% des patients qui ont été blessés par, disons, un coup sont asymptomatiques. Et à ce moment-là, c'est pourquoi le scan est vraiment très fiable pour détecter les blessures. Okay. We're going to talk about the Denver criteria. The Denver criteria has signs and symptoms and risk factors, for patients that need CTA of the neck. So if a patient comes with any hemorrhage, any bruit, any hematoma of the neck, any neurological deficit, you would do a CTA of the neck and always include the CTA of the head. Other risk factors are facial fractures, cervical spine fractures, or seat belt abrasion on the neck, but with neurological deficits. If it's only an isolated seat belt damage, then you do not need to do a CTA of the neck. Bon, alors, passons aux les critères de Denver. Ce sont les critères, les signes qu'on va chercher à l'aide d'un scan pour les blessures au cou par un coup qui sont provoquées par un coup violent. Alors, les signes et symptômes, c'est une hémorragie artérielle, un bruit cervical, un hématome au cou qui se répand, un déficit neurologique focal et l'examen neurologique est inconsistant avec le scan de la tête. Et on peut voir stroke is the same thing as a stroke when a person has a stroke, or is it a different meaning? Okay. It's the same. Yeah. OK. Et on va détecter, en faisant un scan de la tête, on va détecter un AVC. All right. Les facteurs de risque sont des fractures au milieu du visage, comme le fort 2 ou 3, des fractures basilaires de la carotide, et puis aussi des blessures axonales qui sont diffuses, une fracture de la colonne cervicale, et puis aussi une blessure au cerveau qui est anoxique. On va voir aussi des abrasions causées par les ceintures de sécurité ou d'autres blessures au tissu mou de la partie avant du cou. Et puis, un gonflement important, une enflure importante, ou bien l'état mental est altéré. Les signes qui proviennent d'un trauma par la ceinture de sécurité, mais qui n'ont aucun symptôme neurologique, n'ont pas été identifiés comme un facteur de risque. All right. So we said CTA of the neck is most significant to be done. There's another study that another scan that can be done, which is a digital subtraction arteriography, where the CT images are with the software modified and all the surrounding structures are removed. And you can just look at the artery. That reaches 100% sensitivity compared to a CTA, which is maximum reaches to around 89. DSA, which is digital subtraction arteriography, is better for zone 2, zone 1 and zone 3 injuries. Bon, alors l'artériographie digitale par soustraction a une fiabilité et une spécificité qui approchent les 100%, alors que le scan, lui, est fiable à 51 à 89%. Ce qui arrive, c'est que avec cette méthode-là, on enlève tous les tissus environnants et on ne voit que l'artère. Et c'est pour ça que c'est si fiable. Et ça va, c'est ce qui est préférable pour la zone 3 et la zone 1. Okay. Other images that can be done are X-rays to see the bullet, chest X-ray for pneumohemothorax, and ultrasound to check out if there is any
blood around the heart, pericardial effusion or blood, tamponade, or a or hemothorax in the chest with an ultrasound. Bon, il y a souvent des résultats, des faux positifs qu'on obtient avec le scan. Et à ce moment-là, il faut inclure d'autres manières de faire des tests. Il y a d'autres manières d'autres méthodes d'imagerie, comme une radiographie du cou, une radiographie de la poitrine et aussi une échographie. Et ça va servir à voir s'il y a du sang, par exemple du sang dans le cœur. I'm sorry. I see that already it's 9:10. Maybe Okay. we could finish up so that Okay. they can have time to ask questions. All right, for sure. I'll try to finish up. All right, perfect. Next would be just the management. So if it's an intimal irregularity, you would go for aspirin, or if there's a dissection, you would go for aspirin management with an aspirin tablets. And if the rest, you would go for stenting most of the time. Alors, comment on va traiter les blessures vasculaires, celles qui sont provoquées par un coup violent? On va utiliser l'anticoagulation, donc par exemple l'aspirine, ou bien on va poser des tuteurs. And that's all I wanted to talk about, and thank you very much. Et c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté. OK, maintenant on va prendre les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les dire ou les écrire. C'est mieux de les écrire parce que souvent, il y a comme un écho ou une coupure dans le son, puis j'entends la moitié de la phrase, puis je dois leur demander de répéter souvent. Puis j'imagine que c'est frustrant de se faire demander de répéter 3 ou 4 fois. I think it took a long time because we had to translate. So Right. Yeah. Yes, it does. Yeah. Any questions? No, I just asked them if there's any questions. They will type them. They will type them because usually I don't hear well, like there's like the sound cuts and I hear only part of the question and I have to ask them to repeat. And if the sound cuts again at the same place, I still don't know what they're asking. So I ask them to type it if they have a question. It's a lot easier and less frustrating for the poor people who are relying on me. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Saint-Justinien? No? It looks as if they don't so far. Pas de questions. Yeah. Okay, if they say no question, I apologize for asking you to repeat a couple of times. No problem. And I'm sorry if I was very fast, and I tried my best to slow down so you could. You speak very clearly. Okay. Like you enunciate perfectly. Perfect. It was more that it was technical terms. Yeah, that I found it very difficult to find the terminology. Sorry. For that. Well, it's not your fault. It's my job to find it. That's not your problem. Okay. But you were very gracious, and I thank you. Welcome. Well, thank you. And if you could maybe share your PowerPoint with me, and I could share them with the residents. If they have any additional question, they can email me, and then I'll send to you. Perfect. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un email. Thank you for your participation. Thank you very much. Thank you, Doris. Oh, Thank you, welcome. guys. Thank you, Doris. Thank you all. Bye. Bye.